1er septembre 1944. Après une percée éclair depuis la rupture du front de Normandie, la 3e armée US du général Patton a parcouru presque 1000 km en 2 semaines et arrive en Lorraine. Son objectif est simple, atteindre le Rhin au plus vite pour pénétrer profondément en Allemagne. Sur son chemin, la ville fortifiée de Metz n'est qu'une simple formalité qui serait vite capturée. Pourtant, un mois plus tard, les soldats américains n'ont toujours pas capturé la ville et viennent même d'être mis en échec lors de rudes combats dans les souterrains d'un des nombreux forts. Il faudra attendre le 13 décembre 1944 pour que le tout dernier fort se rende. L'avancée fulgurante de la 3e armée vient de se fracasser contre les murs épais des forts. Bonjour à tous, c'est Antoine pour l'équipe des Historateurs. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une bataille méconnue, oubliée parfois même par les Messins, mais pourtant ô combien violente. Vous l'avez remarqué, derrière moi se trouve un fossé avec un mur bétonné de presque 20 mètres de haut et une casemate en arrière-plan. Cet élément impressionnant fait partie de la position du Haut-Rimont, l'un des 44 ouvrages majeurs construits pour défendre la ville de Metz entre 1867 et 1916. En septembre 1944, la 90e division d'infanterie a perdu des dizaines d'hommes en tentant de conquérir ces positions sans y parvenir. Mais que s'est-il donc passé ? Comment la 3e armée du flamboyant général Patton s'est-elle retrouvée bloquée devant des fortifications obsolètes et une armée allemande désorganisée ? Grâce à des mois de recherche minutieuse sur le terrain et des autorisations exceptionnelles, nous vous emmenons aujourd'hui avec nous sur les traces des combats, à la découverte des vestiges oubliés d'une bataille à laquelle personne ne s'était préparé. Deux mois, c'est le temps qu'il aura fallu à l'armée américaine pour franchir et neutraliser la fortification devant laquelle je me trouve actuellement. Mais avant de partir sur les traces des combats, il faut d'abord se pencher sur le contexte de l'été 1944, dont les événements cruciaux vont créer la bataille de Metz qui aurait pu ne pas avoir lieu. Après le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, le front stagne. Mais l'opération Cobra, à la fin du mois de juillet, permet de briser le front, et les Allemands sont contraints de reculer à tous les niveaux. La 3e armée américaine, sous le commandement du général Patton, réalise une chevauchée fantastique entre son entrée en action le 1er août 1944 en Normandie, jusqu'à atteindre Paris le 23 août, et enfin Verdun le 31 août. Du côté allemand, cependant, rien ne bouge, et personne ne s'attend à une bataille d'envergure à Metz. Fin juillet, des officiers inquiets se réunissent pour préparer la ville en cas d'attaque et remettre en état les fortifications, mais ils ne sont pas suivis par le haut commandement et encore moins par Hitler, qui est persuadé de toujours pouvoir rejeter les Alliés à la mer. Finalement, la percée du front va bouleverser les événements et le 24 août, Hitler autorise enfin à remettre en état ce qu'il appelle la Weststellung, les défenses fortifiées à l'ouest du Westwall ou Lynn-Siegfried. L'objectif allemand est clair, exprimé noir sur blanc par Hitler dans l'une de ses directives. En résumé, ralentir autant que possible les Alliés en amont de la frontière d'origine de l'Allemagne pour permettre de remettre en état le Westwall, censé arrêter les Alliés, déjà dans l'idée future d'une grande offensive à l'hiver, ce sera l'offensive des Ardennes. Alors que les Alliés progressent, les Allemands réquisitionnent des civils pour renforcer les défenses de Metz dès le 25 août 1944. La 462e Infanterie Division du général Krause est mise en alerte le 27. Les travaux de réhabilitation des forts sont lancés. Mais la situation est confuse. Des éléments commencent à fuir la ville, tandis que les unités en retraite ont ordre de ne pas s'arrêter à Metz. Mais alors que la 3e armée est arrivée dans les environs de Verdun le 31 août, un nouvel adversaire que Patton rechigne à prendre en compte fait son apparition. Le ravitaillement. La logistique américaine est en pleine crise. L'avancée fulgurante de la 3e armée n'était ni prévue ni anticipée. Pire, Eisenhower priorise le ravitaillement de la 1re armée en vue de l'opération Market Garden dans les Pays-Bas, jugée prioritaire par rapport au plan de Patton qui est censé percer dans la Ruhr. Résultat,
la 3e armée est quasiment en panne sèche à moins de 100 km de Metz. La 90e division d'infanterie est même bloquée sur la Marne. Pour vous donner quelques chiffres, la 3e armée consomme entre 1,3 et 1,9 millions de litres de carburant par jour. Le 30 août, elle n'en reçoit que 145 000. En conséquence, tout le carburant est réservé aux opérations de reconnaissance. Pendant ce temps à Metz, une partie de l'administration nazie évacue la ville dans la nuit du 30 au 31, suivant une consigne du Gauleiter Burkel, abandonnant de nombreux éléments, brûlant des archives et du stock de matériel. Cette situation confuse nuit à la réorganisation de la place. Apprenant cela le lendemain, Hitler est furieux. Il déclare la ville de Metz forteresse du Reich le 2 septembre 1944, ville qui devra donc être défendue jusqu'à la dernière goutte de sang par les soldats allemands. Le général Krause est élevé au rang de commandant de forteresse et il a donc la main sur les opérations. Le 3 septembre, Krause établit son PC au fort de Platteville, au centre du dispositif fortifié. Tous les soldats retraitant par Metz, quelle que soit leur fonction ou leurs unités, sont enfin récupérés et réarmés pour être incorporés dans les forces de défense. Les 2 et 4 septembre, 2 reconnaissances du 3e groupe de cavalerie américain pénètrent profondément dans les lignes ennemies. Une première arrive dans la ville de Thionville avant de réussir à l'évacuer. Une seconde, moins chanceuse, pénètre au cœur du dispositif allemand à l'ouest de Metz. Elle est encerclée et entièrement neutralisée. Dans le même temps, les travaux de remise en état des fortifications sont relancés de plus belle. Mais attendez, c'est quoi d'ailleurs les forts de Metz ? Fortifiée depuis la nuit des temps, la ville de Metz comptait en 1914 2 puissantes ceintures fortifiées. Sur la première ceinture, 4 forts ont été construits par les Français entre 1867 et 1870, avant que les Allemands ne poursuivent l'œuvre après l'annexion de 1871 en ajoutant 6 autres forts de type von Biller et en améliorant les forts français. Avec l'évolution de l'artillerie et des explosifs, les Allemands ajoutent des batteries d'artillerie cuirassées et imaginent une seconde ceinture de fortification à partir de 1895 en créant des Festen, un modèle révolutionnaire de fortification à organes dispersés, c'est-à-dire en fait des ensembles de casemates, casernes et batteries bétonnées, parfois en béton armé, reliés par souterrain, entièrement autonomes en électricité, connectés par le téléphone et protégés par des profonds fossés et des réseaux de fils de fer. Continuant l'implantation de nouveaux ouvrages bétonnés, les Allemands ne cessent d'améliorer leur position et de construire des positions avancées toujours plus en avant, vers l'ouest jusqu'en 1916, utilisant au maximum le terrain pour les camoufler. 44 ouvrages majeurs, dont 8 Festen, 128 canons, dont 90 sous tourelle, et plus de 2000 blocos divers et variés, constituent la ligne von Gallwitz, aussi appelée Moselstellung, la position fortifiée de la Moselle. Mais en 1944, la plupart de ces forts ont 40 ans et plus, quand ce n'est pas 75 ans pour les plus anciens. Ils sont obsolètes. Le vieux béton, pas assez résistant. Les cuirassements, les tourelles, vulnérables. Les canons, bien trop anciens. Et on ne parle même pas des forts en pierre de taille. Alors que les Français les avaient à peine entretenus durant l'entre-deux-guerres, les Allemands ont en plus démonté en partie l'armement sous l'occupation puisqu'ils utilisaient les forts comme usines souterraines. Les travaux de remise en état à réaliser sont immenses. Début septembre, sous l'égide du général Krause et du génie allemand, les travaux de remise en état battent leur plein. La priorité est donnée au réarmement des forts ouest, les plus puissants, mais surtout ceux qui vont faire face aux Américains. Par chance, certains canons démontés sont encore sur place. On fait venir depuis l'Allemagne l'ingénieur Röchling, 72 ans, qui avait installé de nombreuses pièces en 1913. Avec des milliers d'ouvriers sarrois, il supervise les travaux. Sur la ligne West-Metz, les puissantes Feste Kronprinz, groupe fortifié de Riant, 6 obusiers de 15 cm et 6 canons de 10 cm sous tourelle, et Kaiserin, groupe fortifié Jeanne d'Arc, même nombre de canons, sont réarmés en priorité. Les obusiers de 15 cm deviennent opérationnels mais sans optique de visée. Malgré de nombreux problèmes, on retrouve les bonnes fusées pour les obus et les stocks de munitions étant amenés depuis les dépôts. En contrebas de la Feste Kronprinz, un jeune sous-officier redécouvre la batterie Moselle avec 2 canons de 10 cm sous tourelle, idéalement situés pour défendre le fleuve de tout franchissement. Elle est réarmée en priorité dès le 6 septembre. Entre les 2 puissantes Festen, la position d'intervalle constituée de 7 ouvrages, appelés les 7 nains, n'a pas d'artillerie cuirassée. Elle est garnie de pièces de 8,8 cm et d'un obusier de 15 cm.
Au nord, la Feste Leipzig ne semble pas être réarmée, et enfin, la Feste Lothringen voit quelques-uns de ses canons de 10 cm en état de tir. Les positions avancées devant ces Festen, position des carrières d'Amanvillers et position du Horimont, forment un impressionnant fossé creusé dans la roche de presque 4 km de long. Ces positions sont occupées et souvent garnies de pièces d'artillerie de campagne. Tout au sud, entre la Moselle et la Seille, la Feste Heßler, comme la plupart des forts de l'Est, n'est pas réoccupée en priorité. Les forces allemandes qui défendent la ville de Metz se réorganisent tant bien que mal. Et il faut l'avouer, les compter, les énumérer est vraiment compliqué. La première armée de von Nobelsdorf dispose du 82e Armeekorps du général Sinubach qui va changer à plusieurs reprises. Mais la place forte est commandée par le général Krause. L'unité principale est la 462e Infanterie Division, initialement division d'instruction quasiment vide et renforcée et divisée en 3 éléments de combat. Avec tous les éléments annexes, on compte entre 8000 et 10 000 hommes au début de la bataille. On compte aussi des éléments de la 17e SS Panzergrenadier Division, très amoindris par les combats de Normandie, d'une fourchette entre 7000 et 12 000 hommes. On peut donc estimer à peu près à 20 000 hommes, entre 15 000 et 26 000, au total l'effectif allemand en septembre 1944. L'armée allemande aligne péniblement dans le secteur environ une cinquantaine de blindés, entre 50 et 100 canons, et seule une centaine d'appareils de la Luftwaffe peuvent intervenir dans le ciel lorrain. Du côté de la garnison des forts, en 1914, 20 000 hommes étaient nécessaires pour remplir le dispositif de toute la place forte de Metz. Mais en 1944, les Allemands alignent péniblement entre 2000 et 4000 hommes sur la ligne West-Metz. L'ordre de bataille américain est plus simple. La 3e armée du célèbre général Patton dispose du 20e corps du général Walker. Il se compose lui-même de 3 divisions, la 5e Infantry Division, la 90e Infantry Division, la 7e Armored Division, soit un total d'environ 40 000 hommes en septembre, plus de 500 canons et 700 chars engagés, ainsi que 210 avions. C'est un dispositif complètement inégal qui se fait face de part et d'autre de la Moselle en septembre 1944. Mais pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Alors que les Américains sont toujours plus ou moins immobilisés par la panne, les Allemands tentent frénétiquement de rattraper leur retard pour la remise en état des fortifications. Le 4 septembre, tous les ponts entre Metz et Thionville sautent après l'évacuation des villages de la rive ouest de la Moselle. Dans le même temps, de très nombreuses exactions ont lieu en Moselle, des civils sont assassinés, parfois au hasard, par des troupes fanatiques en retraite, de nombreux SA. Cette période totalisant des dizaines de morts est appelée la semaine sanglante. Le 5 septembre, le ravitaillement arrive progressivement, les avant-gardes américaines reprennent leur progression. Les Allemands sont positionnés en arc de cercle en passant par Mars-la-Tour et Jarny. Le même jour, Patton rencontre le général Bradley qui lui fixe son objectif, le Rhin. Thionville doit être prise par la 90e Infantry Division, tandis que Metz doit être prise par la 5e. Il faut noter qu'à ce stade, la 5e Infantry Division est une division relativement inexpérimentée qui n'a pas connu de sérieux combats. De nombreuses reconnaissances sont menées. Le 6 septembre, les premiers accrochages sérieux sont enregistrés et si les avant-postes allemands sont bousculés et reculent, les Américains sont surpris de constater une telle résistance. Le même jour, l'ordre formel de Hitler de cesser la retraite a été transmis par Himmler en personne en déplacement à Metz. Le 7 septembre, le 2nd Infantry Regiment de la 5e Infantry Division bouscule le dispositif allemand et atteint Amanvillers et Verneville où de violents combats éclatent. Mais Amanvillers s'avère imprenable. Une colonne de la 7e Armored et le Combat Command A essayent d'évoluer difficilement au nord. Au sud-ouest, le village de Gorz est pris et les troupes du 11e Infantry Regiment atteignent la Moselle près du petit village de Dorno. Ordre est donné de forcer le passage et de traverser. Nous nous trouvons actuellement sur les rives de la Moselle, à l'endroit même de la traversée. Le commandement veut en effet profiter d'un effet de surprise inexistant. En face, les vallées encaissées provoquent des bouchons qui vont gêner la progression des blindés de la 7e Armored. Alors que les soldats sont pris sous le tir croisé des Allemands, une demande de renfort est même annulée parce qu'une fausse rumeur prétend que la tête de pont est déjà établie. Finalement, la traversée est programmée pour le lendemain. Le 8 septembre, c'est le chaos dans le petit village de Dorno. Les véhicules et camions encombrent l'unique rue, la confusion règne sur le commandement de l'opération et infanterie comme colonne motorisée essayent de traverser en même temps. En plus de la pluie et de la boue,
L'ennemi dispose d'une belle vue sur la future tête de pont et n'hésite pas à le faire savoir. Avec un nombre limité de barques, les premières compagnies traversent la Moselle en crue sous le feu intense d'un ennemi censé être surpris. Malgré tout, les quelques nids de résistance sont nettoyés et en fin d'après-midi, un début de tête de pont semble être établi par le 11e régiment d'infanterie et la 23e bataillon d'infanterie mécanisée. Face à eux, la Feste Hesler, composée de 2 forts indépendants, Sommy et Saint-Blaise, est un objectif primordial. Ces forts, établis chacun au sommet d'une colline pentue, ont le désavantage de rassembler tous leurs éléments fortifiés, batteries, casernes, dans un endroit restreint et exigu. 2 compagnies font route pour capturer le fort Saint-Blaise. Nous sommes ici sur leurs traces, sur les pentes nord du fort Saint-Blaise. Les Américains n'ont pas de carte détaillée de ces fortifications, tout au plus de vagues cartes Michelin indiquant les environs, et ne savent donc pas à quoi s'attendre. L'impréparation est totale. Arrivant dans cette colline boisée, un étonnant silence déroute les soldats. Soudain, le lieutenant Drake, commandant l'une des compagnies, tombe, touché par un tireur embusqué. Quelques instants plus tard, les 2 compagnies arrivent enfin au pied du fort Saint-Blaise. Les soldats découvrent tout d'abord l'imposant réseau de barbelés que nous venons de traverser et dont on voit encore les traces des bombardements. Ils finissent par être stoppés par cette imposante palissade d'acier qui défend un profond fossé depuis lequel part une forte pente. Impressionnés, les Américains pensent de plus le fort à plein effectif suite à l'interrogatoire d'un prisonnier. L'un des sous-officiers demande alors un barrage d'artillerie pour couvrir leur retraite. Premier revers, l'artillerie américaine tombe beaucoup trop court et plusieurs obus touchent les rangs américains. Pire, ce départ d'artillerie est également un signal pour les Allemands, qui ripostent de leur propre artillerie sur les mêmes positions. Alors que les soldats américains entament leur retraite à découvert vers la Moselle, des éléments de la 17e SS Panzergrenadier Division Götz von Berlichingen avec des blindés sont lancés dans la bataille sur ordre urgent du général Krause. Attaquant les flancs du Saint-Blaise, les soldats américains sont pris en tenaille. Se faisant faucher de part et d'autre, les soldats se replient sur un petit bois en bordure de Moselle, le bois du fer à cheval, dans lequel ils organisent des positions défensives. Quant au fort Saint-Blaise en lui-même, il est très vite réinvesti. S'ensuit de très violents combats dans la nuit du 8 au 9 septembre, ainsi que toute la journée du 9. Les soldats demandent à évacuer les. Mais le commandement de la 5e division ne veut pas évacuer la tête de pont. Les combats sont violents, les Américains sont sous le tir permanent de l'artillerie et subissent les contre-attaques du 37e SS Panzergrenadier Regiment, dont des blindés. Aucun appui aérien et une éventuelle retraversée de la Moselle devient quasiment impossible. Le 10 septembre, enfin, devant l'impossibilité de tenir, ordre est donné d'évacuer. Avec l'absence de barques, les survivants vont être obligés de retraverser la Moselle à la nage ou à l'aide d'une corde. Pour soutenir l'évacuation américaine, des P-47 américains effectuent des raids et larguent 35 bombes de 115 et 225 kg sur la Feste Hesler. Au fort Saint-Blaise, l'une des tourelles de 15 cm est touchée par un coup au but et mise hors de combat. D'autres bombardements surviendront, notamment le 3 et le 9 octobre par des bombardiers B-26 Marauder qui lâcheront des bombes de plus d'1 tonne, dont le résultat est encore visible derrière moi sur la batterie de 15 cm. Tous les désavantages d'un fort construit sur un espace aussi restreint se font ressentir et ce n'en est malheureusement pas fini pour lui. Donc là on arrive devant la façade explosée de la batterie de 15 cm du fort Saint-Blaise. Effectivement, déjà premièrement, il a été bombardé par un P-47 à Thunderbolt qui a lâché une bombe, je crois, de 250 kg qui a neutralisé une tourelle de 15 cm par un coup au but. Mais là, les gros dégâts qu'on voit, super impressionnants, c'est autre chose. C'est les bombardiers B-26 Marauder qui ont fait plusieurs vagues. La plus importante, c'était le 9 octobre, puis le 9 novembre. Et ils ont lâché des très grosses bombes. Il y a des très gros entonnoirs là-bas. Et là, c'est la suite en fait de ces entonnoirs. Ils ont touché la batterie. Et là, du coup, les blocs de béton ont été propulsés. Là, on est dans le fossé, en face, le mur de contre-escarpe du fort de Sommy. Et là, devant nous, effectivement, encore un impact d'un P-47. Une qui a fait un coup au but sur le mur du fossé et qui l'a fait partiellement s'effondrer. Le même jour, la batterie Moselle, réhabilitée par l'armée allemande, est opérationnelle. Ces 2 pièces de 10 cm pilonnent désormais la tête de pont et les lignes de ravitaillement, ajoutant de la confusion. Le 11 septembre, l'un des 2 canons de la batterie Moselle est touché par un coup direct. 3 servants sont tués sur le coup, mais le canon sera remis en état rapidement. En près de 72 heures de combat, le 11e régiment est décimé, avec plus de 945 hommes hors de combat pour 1200 engagés. De leur côté, les Allemands affichent également plusieurs centaines d'hommes perdus. En tout cas, la première traversée de la Moselle est un échec sanglant.
Mais dans le même temps, une autre tête de pont a été réalisée à 5 km au sud de Dorno par le 10e Infantry Regiment à Arnaville depuis le 9 septembre avec cette fois-ci une meilleure préparation terrain, l'intervention de l'aviation et plusieurs groupes d'artillerie. Le sacrifice de l'opération mal préparée et sanglante qu'est Dorno aura au moins permis de fixer assez d'unités allemandes pour permettre la réussite de l'autre tête de pont, celle d'Arnaville. Dans cette nouvelle tête de pont d'ailleurs, les Américains prennent rapidement pied et conquièrent les hauteurs autour d'Arry. Au nord-ouest de Metz, l'offensive du 2nd Infantry Regiment et de la 7e Armored Division se poursuit. Le 8 septembre, le village d'Amanvillers est toujours imprenable, mais des progrès sont faits à Verneville, près de Gravelotte, malgré la pugnacité du Fahnenjunker Regiment. Une contre-attaque allemande fait perdre 72 hommes. Il faut comprendre que dans cette zone, les Américains font face à un secteur qui est fortifié et armé jusqu'aux dents. Nous sommes ici devant la puissante Feste Kaiserin, au groupe fortifié Jeanne d'Arc. Depuis la veille, elle a commencé ses tirs sur les positions américaines à l'aide de ses obusiers. D'ailleurs, un convoi va être détruit alors qu'il était chargé d'explosifs. Sur les forts du Westmetz, la Feste Kaiserin, face à Gravelotte, est la plus puissante des Festen, 12 tourelles pour 10 ou 15 cm, soutenue immédiatement au nord par la Feste Leipzig, 2 forts indépendants, 2 tourelles de 10 cm, puis par des positions avancées dissimulées sur le terrain, la position des carrières d'Amanvillers et les 3 positions de Horimont et l'ouvrage de Fèves, précédés d'un gigantesque fossé creusé dans la roche et partiellement bétonné sur presque 4 km, défendu par de puissantes casemates et coffres. En arrière-plan, les positions du Wolfsberg et du Wehrmont soutiennent également le dispositif, mais surtout la Feste Lothringen et ses 3 batteries cuirassées, 12 canons également, mais loin d'être tous opérationnels. Les Allemands ont disposé en plus de nombreuses pièces d'artillerie sur la crête. Convaincus qu'il faut contourner Amanvillers et encercler ces fortifications, une colonne blindée de la Task Force McConnell progresse à l'est de Saint-Privat le 9 septembre. Mais le terrain très accidenté de ce secteur ne permet pas de bien progresser. Nous nous trouvons ici à la Feste Lothringen au groupe fortifié Lorraine. Je suis d'ailleurs sur l'une des 2 batteries pour 3 tourelles de canon de 10 cm. Les tirs de ces tourelles, combinés à l'artillerie allemande positionnée sur la crête du Horimont, éliminent en quelques instants 9 blindés américains. La Task Force McConnell est contrainte de rebrousser chemin. Au même moment, les combats sont d'une violence inouïe pour le 2nd Infantry Regiment devant Verneville où la progression est sanglante. En 3 jours de combat, le 2nd Infantry Regiment enregistre la perte de 346 hommes. Le colonel Roff proteste de la manière dont ces hommes sont jetés inutilement contre les forts. D'ailleurs, depuis le début du mois, plus de 50% des effectifs initiaux de la 5e Infantry Division ont été mis hors de combat entre les têtes de pont et les attaques contre les forts. Paradoxalement, les Américains, toujours en crise logistique, commencent à manquer de munitions pour leur artillerie, la priorité ayant été donnée à l'essence. Nous sommes ici sur la position du Horimont où un profond fossé de 10 à 20 mètres de hauteur a été creusé dans la roche entre 1912 et 1916, tandis que sur la crête au-dessus, 140 abris et casemates bétonnées se succèdent. Le 10 septembre, un raid d'aviation tant attendu sur les fortifications du secteur n'a pas de grand effet, et en effet vous pouvez le comprendre au vu de la configuration du terrain. Au sud de la Feste Kaiserin et devant l'intervalle dite des 7 nains, s'étend le ravin de la Manse. C'est par ici que tente d'attaquer un autre bataillon du 2nd Infantry Regiment le 11 septembre, mais le terrain est très difficile et l'ennemi le connaît par cœur. Aucune progression n'est enregistrée. Au nord, des renforts arrivent et les blindés de la 7e Armored Division reprennent leur progression à l'est de Pierrevillers. Mais, bloqués par un barrage, ils tentent de bifurquer vers le sud par Fèves. Mais ils sont repoussés par les tirs du 1010e Sicherung Regiment, plus toute l'artillerie déployée sur l'ensemble de la crête du Horimont qui leur cause bien du souci. Un assaut d'infanterie avec les moyens du bord vers le bout de la crête où se trouve l'ouvrage inachevé de Fèves échoue. L'absence d'informations sur les fortifications est flagrante. Devant les échecs successifs et la fatigue aiguë qui atteint ces hommes, le 20e corps d'armée de Walker se réorganise. La 5e division d'infanterie est retirée du front le 14 septembre pour être redéployée plus au sud. Mais ce n'est pas fini, car la 90e division d'infanterie vient s'installer dans ce secteur. Le 15 septembre, les troupes du 357e Infantry Regiment ont l'ordre de percer par la route Saint-Privat-Metz. Les soldats américains sont même armés de lance-flammes, mais ils ne parviennent pas à s'approcher assez près des fortifications pour les neutraliser. Après de rudes combats, ils ont tout de même pris pied dans la position des carrières et à l'extrémité de la crête de Horimont.
Un soldat raconte: on nous propulsait dans des attaques futiles ou suicidaires. Tout ce que nous avions à faire, c'est de parcourir plus d'1,5 km de terrain boueux et humide sous le feu des canons et des mitrailleuses, sauter de profondes douves remplies de fils de fer barbelés, escalader les murs de l'autre côté pour attaquer enfin une série d'immenses forteresses de béton encavées dans une colline. C'était du suicide. Le 16 septembre, le 357e Infantry Regiment relance son assaut dans un brouillard épais. Les hommes se perdent et viennent se retrouver face au gigantesque fossé et mur de la position du Haut-Rimont. Ils ne peuvent évidemment pas passer. Alors que le régiment commence à s'introduire dans le fossé par son extrémité ouest, un détachement allemand mène une puissante contre-attaque qui finit au corps à corps et qui repousse l'envahisseur de la fortification. Les Américains ont perdu 72 hommes dans l'affaire. Du côté du ravin de la Manse, face à la Feste Kaiserin et l'intervalle des Sept Nains, le 359e Infantry Regiment décide de remonter vers le nord en suivant le vallon, mais il est pris sous un feu intense de mortiers et d'armes automatiques dès qu'il atteint la route Gravelotte-Metz. 132 soldats sont mis hors de combat. Comme ce fut le cas pour la 5e, la 90e Infantry Division souffre de beaucoup trop de pertes sur le secteur le plus puissant de la fortification de Metz. Aussi, le haut commandement demande de mettre cette division en réserve. C'est un échec et mat face aux fortifications et la fin de la première étape de la bataille de Metz. Afin de percer définitivement les lignes allemandes, l'opération Thunderbolt, combinant des assauts aériens et terrestres sur presque tout le front, est imaginée par le général Walker et planifiée pour le 21 septembre. Les préparatifs commencent. Au sud de Metz, les Américains tentent d'élargir la tête de pont d'Arnaville à partir du 15 septembre, mais subissent de très violentes contre-attaques de la 17e SS. Les pertes sont lourdes dans les deux camps. Les combats sont particulièrement violents dans les villages de Pournoy-la-Chétive et de Silény qui sont pris et repris. Mais les Américains manquent aussi cruellement de munitions. La Feste Kronprinz, avec ses 4 batteries plus la batterie Moselle, bombarde également sans relâche la tête de pont. Mais c'est à l'est que va survenir un fait assez incroyable. La feste la plus vaste de la place de Metz est la Feste von der Goltz, située tout à l'est. Construite de 1907 à 1916, elle est inachevée mais tire parti des meilleures évolutions de son époque. Caserne entièrement en béton, galeries souterraines profondes, etc. Nous nous trouvons actuellement devant le poste de commandement d'artillerie de cette Feste. Elle est composée des ouvrages d'Ars-la-Connexie, Jury et aussi de l'ouvrage de Mercy. Mercy, c'est l'une des plus grandes casernes bétonnées de toute la place forte de Metz. Bien entendu, l'ensemble est relié par souterrain et électrifié par des puissants groupes électrogènes au diesel. Après 1942, les Allemands se servent de l'ouvrage de Mercy comme dépôt de têtes de torpilles prélevées à l'arsenal de Toulon, dont les composants serviront à la fabrication des V2. Ces ogives, au nombre de 2500 dans l'ouvrage de Mercy, sont évacuées progressivement vers l'Allemagne par camion par des détenus soviétiques. Le 19 septembre, vers 17h45, un bombardier P-47 Thunderbolt passe au-dessus de l'ouvrage et aperçoit un camion qu'il prend pour cible. L'attaquant en piqué, il le mitraille. Le camion s'enflamme. Et alors que l'appareil revient pour finir le travail, une incroyable explosion se produit. Les ogives contenues dans le camion explosent, transmettant leurs ondes de choc aux 1500 têtes de torpilles restantes dans l'ouvrage. Le résultat se trouve juste derrière moi. Je ne me trouve pas devant une petite mare dans la forêt, mais devant le cratère de l'ouvrage de Mercy. L'ouvrage a été pulvérisé, recouvrant de tonnes de terre les abris annexes, emmurant certains de ses occupants, qui se trouvent d'ailleurs toujours en dessous. L'explosion est démesurée, projetant des blocs de plus d'1 tonne à 1 km de l'ouvrage. La légende voudrait même que le cratère aurait pu contenir la cathédrale de Metz. Au-dessus de l'ouvrage, le P-47 est projeté comme une feuille morte par le souffle. Le moteur cale avant que le pilote réussisse à redémarrer de justesse. Se transmettant en souterrain, l'onde de choc coupe l'électricité et arrive jusque dans l'usine électrique et ses énormes moteurs Deutz. Le tableau de bord projette des étincelles, les moteurs s'emballent, les générateurs prennent feu. Les survivants présents dans cette salle, dont un Français, parviennent à s'échapper par l'issue de secours. Par endroits, sur le site de l'explosion, on trouve encore les cônes des torpilles françaises parmi d'énormes blocs de béton. Ce sont les étuis qui contenaient les têtes de torpilles, les explosifs en l'occurrence. On les retrouve complètement froissés. On voit même encore à certains endroits des marquages d'époque, là, regardez là, 24M notamment. Et ça, on en trouve un peu partout, hein. Vraiment les vestiges d'une explosion impressionnante.
Là, on est vraiment au milieu des débris de l'explosion de l'ouvrage de Mercy. Et là, regardez-moi ce gros morceau de pierre. On voit qu'il y a une petite gaine de ventilation en façade, une petite cheminée sans doute là. On a tout simplement un morceau de la façade de l'ouvrage de Mercy, un énorme bloc de béton qui fait sans doute 800 kg, voire plus d'une tonne. Là, on arrive devant ce qui peut sembler être un mur de béton. En fait, on est carrément devant l'ouvrage de Mercy, du moins ce qu'il en reste. C'est la partie droite de l'ouvrage. Il faut vous imaginer une gigantesque façade bétonnée qui était à hauteur du sol. Là, on est à hauteur du sol. Il n'y avait pas ce talus. Et puis là, vous voyez bien tous les blocs de béton remplis de mousse. C'est pas de la pierre, c'est des blocs de béton qui viennent du cratère de l'explosion qui est juste derrière, puisqu'il y a un talus qui sépare le cratère de la fin de l'ouvrage. Du coup, ça, c'est vraiment tout ce qui reste de l'ouvrage de Mercy. Nous nous trouvons actuellement devant le blocos qui servait de poste de garde à l'ouvrage de Mercy et qui a été partiellement renversé par la puissance du souffle de l'explosion, emmurant ses occupants. Les pionniers du génie allemand se sont affairés à le dégager pour en sortir les blessés. Un chien avec une ficelle a réussi à atteindre les premiers blessés, mais aucun n'a pu être extrait de là. Et malheureusement, tous sont morts dans d'atroces souffrances. Je vais vous emmener maintenant à l'intérieur. Suivez-moi. Voilà, là je suis à l'intérieur du blocos de garde de l'ouvrage de Mercy qui s'est fait renverser. On est penché à peu près à 40 degrés là. Et alors, chose incroyable, il y a encore des caisses de tête de torpille, regardez. Vous avez là encore les caissons. Et sur le côté, on a carrément encore les marquages. Donc ça, c'est vraiment les torpilles françaises qui venaient de l'arsenal de Toulon et qui ont provoqué l'explosion de l'ouvrage de Mercy. Et alors là, regardez, on est vraiment complètement penché. Regardez le niveau de l'eau. C'est vraiment une expérience qui est très désorientante. Servant également de quartier général à la 17e SS, l'explosion de l'ouvrage de Mercy fera au total 81 victimes, des SS mais aussi des marins de la Kriegsmarine qui reposent encore de nos jours en partie dans le cratère. Du côté allemand, on note des changements majeurs puisque le 18 septembre, le général Krause est écarté de son commandement et que le général Lübbe le remplace. Le 20 septembre, le commandement allemand déplace une partie de la 559e Volksgrenadier Division de Thionville à Metz et mène immédiatement de violentes contre-attaques. Les pertes américaines sont sévères. La 5e Infantry Division et la 7e Armored Division éprouvent toutes les difficultés à progresser, avec en plus le manque de munitions. Dans le même temps, le 359e Infantry Regiment mène plusieurs attaques limitées autour de la Feste Kaiserin qui s'avèrent être des échecs sanglants. Les Allemands, trop confiants, mènent des contre-attaques aboutissant au même résultat. Tout change le 22 septembre. Suite à l'échec de l'opération Market Garden, Eisenhower veut mettre tous les moyens dans le nettoyage de l'Escaut et la capture du port d'Anvers. La 7e Armored Division, qui a déjà perdu près de 1100 hommes et plus de 50 blindés autour d'Arnaville, est retirée du front et envoyée en Belgique. Le champ de bataille de Metz, qui était déjà considéré comme secondaire par le grand commandement allié, est cette fois-ci carrément supprimé des priorités. Le soutien aérien massif pour Thunderbolt est annulé le 25 septembre. Patton et Walker obtiennent cependant de pouvoir effectuer des actions limitées pour rectifier les lignes. Et très rapidement, Patton va avoir un nouvel objectif fortifié en tête. Nous nous trouvons actuellement devant l'arche d'entrée de la Feste Kronprinz, au groupe fortifié Driant pour les Français après 1918. Son état témoigne en effet de la violence des combats à venir. Justement, la Feste Kronprinz est une épine dans le pied des Américains. C'est pourquoi le colonel Ewell va suggérer sa prise après l'échec de la tête de pont de Dorno. La capture du fort permettrait en effet de sécuriser l'autre tête de pont, la tête de pont d'Arnaville, que le Driant bombarde, et surtout de percer le dispositif fortifié allemand. Malgré les moyens minimes alloués au 20e corps et à la 3e armée, c'est le 11e régiment de la 5e division qui va se charger de l'assaut. La Feste Kronprinz, le groupe fortifié Driant. Construit de 1899 à 1905, 5 casernes bétonnées, un ouvrage d'infanterie centrale défendu par un fossé prolongé, 5 batteries pour 8 canons de 10 cm et 6 canons de 15 cm, des points d'appui avec tranchées, abris et barbelés au nord comme au sud, le tout relié par souterrain avec autonomie en électricité et des moyens de transmission modernes. Un triple réseau de fils de fer est barbelé, un relief parfois important autour de ces positions. Remis en état avec les moyens du bord, il sera occupé par 250 Allemands de différentes unités dès le 4 septembre. Le 26 septembre, un assaut aérien est lancé. Des bombardiers P-47 Thunderbolt lâchent leurs bombes au plus près des fortifications. 40 bombes de 500 kg, dont 20 au napalm, sont envoyées. Si l'effet visuel est impressionnant, l'efficacité est quasi nulle. Le 27 septembre, le ciel est enfin dégagé.
Le général Irwin, qui commande la 5e division, ordonne le début de l'assaut à 14h. Les pièces de 240 et 155 tirent sans relâche grâce au stock rassemblé. Partant de la Croix Saint-Clément au sud-ouest de la Feste, 2 compagnies d'infanterie se lancent à l'assaut avec l'appui d'une compagnie de tank destroyers et d'un écran de fumée. Mais les soldats n'ont que des croquis vagues de l'ouvrage et aucun des bombardements n'est vraiment efficace. Alors que les tanks destroyers essayent de neutraliser les casemates de première ligne, les soldats se retrouvent coincés devant la densité du réseau barbelé à découvert sous les tirs allemands. La position étant intenable, la retraite est autorisée vers 18h. 18 hommes ont été perdus dans l'opération. Walker et Patton sont mécontents de cette première offensive alors que le général Irwin essaye d'expliquer la fatigue de ses troupes déjà très éprouvées à Dorno. La réception des plans détaillés de l'ouvrage le lendemain permet de planifier l'attaque suivante au 3 octobre. Le même jour, des P-47 effectuent de très nombreux raids sur toute la Feste, larguant 22 bombes de 450 kg. Le 2 octobre, une tourelle de 10 cm de la Feste est touchée directement par un obus de 240 mm, mais sans effet sur les 15 cm d'acier. Les Allemands reçoivent également des renforts durant cette accalmie. Le 3 octobre, l'assaut est préparé après une étude plus sérieuse et est lancé sur 2 secteurs majeurs, au sud-ouest de la Feste pour pénétrer le périmètre de défense et au nord-ouest pour tenter une autre percée. Cette fois-ci, de nombreux moyens sont mis à disposition. Une compagnie du génie, 15 chars M4 Sherman, dont 4 sont équipés de l'obusier de 105, 2 tanks Dozer, 5 M5 Stuart et toute l'artillerie du 20e corps, dont 4 automoteurs M12. Pour détruire le réseau barbelé, le génie a préparé un arsenal assez impressionnant, dont des snakes, des tubes soudés les uns aux autres et remplis d'explosifs, attachés aux chars qui doivent les pousser sur l'obstacle afin de faire office de torpille artisanale. Mais l'assaut commence mal. La météo est pluvieuse, limitant l'intervention de l'aviation. Les 2 tanks Dozer tombent en panne à cause du terrain et les Snakes sont perdus pour la même raison. Mais malgré tout, les Sherman finissent par passer. Nous sommes ici précisément à l'endroit où ils ont franchi le réseau barbelé et ont pénétré à l'enceinte même de la Feste. On voit encore d'ailleurs leurs traces. Les Américains évoluent rapidement, oubliant même de neutraliser certains abris et se dirigeant vers l'objectif, la caserne 5. Nous sommes actuellement devant la caserne 5. Un soldat américain, le Private Holmlund, va retirer l'une des protections des gaines de ventilation et la bourrer de tous les tubes Bangalore des explosifs qu'il peut trouver. L'explosion est telle qu'elle fait trembler tous les murs de la caserne. La garnison allemande va alors s'enfuir par les souterrains vers la caserne 4. Alors que les Allemands défendent le souterrain qui relie les 2 casernes, en surface, c'est un des Sherman qui fait sauter une porte de l'extérieur par un coup bien placé. La caserne 4 est aussi nettoyée. Dans le secteur nord-ouest en revanche, l'assaut a tourné court. Si l'infanterie a réussi à passer le réseau de barbelés, elle est clouée au sol par la puissance de feu ennemie et les blindés ne peuvent intervenir à cause du relief. Les soldats sont obligés de s'enterrer pour 7 jours. Le 3 octobre, le bilan est terrible pour les Américains. Plus de 110 hommes sont hors de combat, soit plus de 50% des premiers effectifs engagés. La moitié des chars sont hors de combat, notamment par tir de Panzerfaust. Durant la nuit, les Allemands sortent des abris, des casernes, des souterrains pour mener des contre-attaques contre les jeunes soldats américains inexpérimentés. 4 chars Sherman sont détruits dans la nuit en plus par les Allemands. En conséquence, une nouvelle attaque est planifiée pour le 7 octobre. Cette fois-ci, elle aura lieu en surface comme en souterrain. Le 6 octobre, 2 Jagdpanzer IV avec de l'infanterie contre-attaquent vers les casernes 4 et 5 où se situe bon nombre d'Américains. D'ailleurs, derrière moi, on voit encore sur la caserne 5 un impact laissé justement par un des Jagdpanzer qui a tenté de neutraliser la caserne. On va assister alors à un combat insolite. Un peu plus loin, un des Jagdpanzer va neutraliser un Sherman dans le périmètre intérieur du fort. Le 7 octobre, l'assaut coordonné est lancé et commence par un intense barrage d'artillerie. Les Américains se lancent à l'assaut sur le terrain en direction de la caserne isolée, la caserne 3, mais de violentes contre-attaques allemandes surviennent sur leur flanc. Au soir, l'Oberkommando de la Wehrmacht félicite la garnison du fort pour les exploits accomplis. L'assaut se déroule aussi en souterrain, seul espoir de progression. Les Allemands ont fermé les portes blindées entre la caserne 4 et la batterie de 15 cm. Il va s'ensuivre une véritable guerre souterraine entre les 2 belligérants à coups de mitrailleuses, de barricades et de charges explosives. Nous sommes actuellement dans la galerie de jonction entre la batterie de 15 cm sud et la caserne 4. Ce souterrain est exigu pour un combattant comme pour l'autre. Chaque fois qu'une charge explose, il faut évacuer le tunnel pendant un certain temps à cause des gaz.
À plusieurs reprises même, les gaz remontent jusqu'à la caserne 4, asphyxiant des soldats au repos ou des blessés qui n'avaient rien demandé. Le 9 octobre, une conférence entre les représentants de la 5e Infantry Division, le 20e Corps et la 3e Armée ont lieu. Il est démontré que l'opération est trop coûteuse pour être maintenue, qu'il n'y a plus assez d'hommes valides pour mener l'assaut. Le lendemain, Patton autorise le retrait de toutes les troupes engagées, reconnaissant là son échec. Vers 17h, alors que le second régiment a relevé le 10e, une énorme explosion retentit dans le souterrain. En effet, les Allemands viennent de faire exploser une charge de 100 kg qui fait trembler tout le tunnel. Le souffle se déplace jusqu'à la caserne 4 et près de 200 soldats américains vont être tués ou blessés, projetés dans les parois. Mais très vite, les Américains vont revenir aux barricades afin de tenir le tunnel. De nos jours, comme vous le constatez, le souterrain n'est pas éboulé. En effet, la nature extrêmement dure du terrain calcaire a permis de limiter l'effondrement aux briques et au béton. Encore un autre avantage des souterrains de cette puissante Fechte. Enfin, le 12 octobre, l'ordre d'évacuation arrive. Dans la nuit, tout le monde est évacué progressivement, les sapeurs étant les derniers. Les Allemands réagissent à peine. Les Américains piègent l'ensemble du site conquis avec plus de 3000 kg d'explosifs répartis entre les différentes casernes et les différents tunnels dont la minuterie est programmée sur 6 heures. La caserne 4, devant laquelle je me trouve actuellement, est pulvérisée par l'explosion. On peut encore voir juste derrière nous l'épaisseur des murs en béton. La caserne 5, quant à elle, est sauvée de l'explosion in extremis par un soldat allemand qui coupe les fils. Ainsi se termine l'une des pires batailles du front ouest pour un objectif aussi limité. La 5e US Infantry Division sort exsangue de cette bataille. Elle a perdu presque 800 hommes en 2 semaines. Elle sera relevée par la 95e au cours du mois d'octobre pour se reposer. Cette opération est le premier échec majeur du général Patton depuis son arrivée en France. Outre le manque de moyens flagrants, l'absence de préparation, la détermination allemande et les puissantes fortifications en sont aussi la cause. Le 17 octobre, les Allemands abandonnent la batterie Moselle du fait que les 2 pièces de 10 cm ont été neutralisées par des tirs de canon automoteur M12. Les soldats se replient sur le Kronprinz après avoir fait sauter la batterie. Encore de nos jours, l'enchevêtrement de débris est impressionnant, comme nous avons pu le constater sur le terrain. Après la terrible bataille dite du Fort Drian, ou Feste Kronprinz, arrive ce qu'on appellera la pause d'octobre, une période de repos pour les soldats de la 5e Infantry Division. Mais du côté de la 90e, un nouvel objectif a été visé. Capturer Mézières-les-Messes, verrou nord qui permettrait de réaliser une manœuvre d'encerclement avec la 5e depuis le sud. La bataille commence le 3 octobre face aux troupes de la 462e Infantry Division dans un secteur truffé de mines et de pièges. Les combats deviennent extrêmement violents à la fin d'octobre, se jouant maison par maison au milieu des ruines jusqu'à l'hôtel de ville. Le 30 octobre, enfin, la ville tombe. Au-delà de ces combats très localisés, la pause d'octobre permet à chaque armée de se réorganiser et de se reposer. Les Allemands ont souffert de beaucoup de pertes depuis le début. Au 15 octobre, la 462e Infantry Division ne compte plus que 9000 soldats et la 17e SS Götz von Berlichingen 6000 plus 2000 dans les forts. Dans le même temps, l'Hermelband Metz 44 est créé par Hitler dans le but de récompenser le Fahnenjunker Regiment de Sigroth ainsi que les autres unités ayant combattu à Metz. Ces élèves officiers sont d'ailleurs envoyés vers d'autres fronts du fait de leur haute valeur combative. La 462e Infantry Division est réorganisée et devient la 462e Volksgrenadier Division, rassemblant les restes des précédents régiments et de nouveaux renforts. Des régiments de forteresse sont créés pour tenir au mieux les forts et de nombreux canons sont déployés. Du côté américain, les divisions restent à leurs effectifs puisque régulièrement renouvelées. À la 5e Infantry Division, on ajoute la 95e, chargée du secteur ouest, puis de progresser vers Metz. Le dispositif est réorganisé. La 90e Infantry Division est envoyée vers Thionville afin de réaliser une tête de pont sur la Moselle. Le plan de Patton est simple, une attaque en tenaille chargée d'encercler la ville par le nord et le sud, déjà imaginée depuis cette semaine. Cette fois-ci, tous les moyens d'artillerie, le ravitaillement en essence ou en munitions, est donné prioritairement au 20e corps. Le 9 novembre, l'offensive finale est lancée, d'abord au sud de Metz par la 5e Infantry Division, qui franchit la Seille et progresse rapidement en conquérant les villages abandonnés en septembre. La 17e SS est toujours présente, mais bien affaiblie.
Dans le même temps, une grande offensive aérienne est lancée avec plus de 689 bombardiers qui larguent 3750 tonnes de bombes sur des objectifs prioritaires, mais sans aucune visibilité puisque ces bombes sont larguées à plus de 6000 mètres de hauteur. Les cibles sont rarement atteintes et même les soldats au sol n'ont pas noté la présence d'avions dans le ciel. Et pour cause, seulement 2% de coups au but. Poussant vers l'est pour continuer à envelopper le dispositif allemand, les 2nd, 10e et 11e Infantry Regiment, avec l'aide de la 6e Armored Division, viennent de couper les routes d'approvisionnement vers Metz. Les troupes progressent aussi vers le bois de l'hôpital à partir du 12 novembre. Les Allemands se replient autour de la Feste Heysler et du bois de l'hôpital. Le 10e Infantry Regiment capture la puissante Feste Wagner au petit matin du 13 novembre, désarmé malgré 2 batteries cuirassées, 6 canons et abandonné par ses défenseurs. Non loin de là, la Feste Luitpold dispose aussi de 2 batteries cuirassées, soit 6 canons. Elle a été touchée par un bombardement qui a fait sauter les munitions de sa batterie nord. Aussi abandonnée, elle est capturée le même jour. Tout le secteur sud du bois de l'hôpital est nettoyé, mais les lignes de la 5e Infantry Division sont très étirées. L'ouvrage de Cheny-Sud, qui porte encore les traces de la bataille, est trouvé inoccupé. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, les fonctionnaires allemands ont quitté la ville de Metz et l'ordre d'évacuation est donné à la population civile pour le 14, bien que peu suivi. Le 14 novembre est une date fatidique pour la bataille de Metz. Tout d'abord, le général Lübbe, commandant la place forte de Metz, fait un infarctus. Il est remplacé par le général Kittel, grand spécialiste des situations défensives. Dans la nuit, un train de ravitaillement avec des provisions et des vivres va réussir à atteindre la ville et va permettre de ravitailler la plupart des forts situés à l'ouest de Metz, notamment la Feste Kaiserin qui va recevoir jusqu'à 3 semaines de vivres. Enfin, ce jour signe également l'entrée en action de la 95e division d'infanterie US. La 95e Infantry Division s'apprête à s'attaquer aux fortifications ouest qui avaient tenu les autres divisions en échec en septembre, mais elle a ordre d'éviter les attaques frontales sanglantes. En même temps, elle détache des éléments qui vont former la Task Force Bacon et attaquer Metz par le nord. Le 379e Infantry Regiment lance son attaque dès le 14 novembre face à la Feste Kaiserin, envoyant un bataillon la contourner par le nord, tandis qu'un autre attaquera au sud pour percer à travers les ouvrages d'intervalle appelés par les Américains les 7 nains. Dans les faits, seuls 5 des 7 nains sont bien des positions légères, avec tranchées et multiples abris bétonnés, les points d'appui de Saint-Hubert, Jussy nord et sud, Vaux nord et sud. Mais les 2 derniers sont beaucoup plus solides. L'ouvrage de Bois-la-Dame est une impressionnante caserne bétonnée inachevée, tandis que l'ouvrage de Marival, beaucoup plus particulier, est creusé à même la roche dans une ancienne carrière. Il est composé de plusieurs casemates et des coffres, donc des éléments qui permettent de flanquer, de tirer dans les espaces entre les ouvrages. Ici par exemple, nous sommes devant l'une des caponnières doubles qui permettait de tirer à la fois dans le fossé et à la fois de couvrir les ouvrages un peu plus au nord, avec ses mitrailleuses. Après un puissant bombardement de 105 mm avec l'efficacité qu'on leur connaît, les troupes du 379e s'élancent au nord et au sud. Au nord, les lignes allemandes sont pénétrées et les Américains s'enfoncent de 300 mètres derrière les premiers abris. Mais ils subissent une contre-attaque et ne peuvent pas nettoyer correctement les bunkers précédents, si bien que les lignes de défense se referment et qu'ils se retrouvent encerclés. Au sud, les soldats franchissent le ravin de la Manse et s'attaquent aux 7 nains malgré le feu allemand provenant notamment du Kronprinz. Les Américains s'emparent des ouvrages de Jussy Nord et Jussy Sud, des positions légères. Je me trouve actuellement devant l'ouvrage de Bois-la-Dame. Après leur succès à Jussy Nord et Jussy Sud, les Américains vont tenter une attaque contre cet ouvrage qui va être repoussé par les Allemands. Informé de la situation, le général Kittel va alors engager son unique réserve dans la zone, le bataillon Voss. Les Américains du 379e Infantry Regiment vont plutôt bien résister à cette nouvelle attaque, mais vont se retrouver coupés de leurs arrières et encerclés dans les ouvrages de Jussy Nord et Jussy Sud. Les soldats encerclés sont ravitaillés le soir par des avions de reconnaissance. Le 15 novembre, les tentatives pour les dégager sont des échecs. Néanmoins, le 16 novembre, un nouvel assaut permet de capturer la ferme et l'ouvrage de Moscou entre les Feste Leipzig et Kaiserin et même de contourner la Feste Leipzig. Le 18 novembre, toute la Feste Kaiserin est finalement encerclée, les lignes de communication sont coupées. Les assiégés sont enfin atteints et peuvent être relevés ou avancés vers Metz par Rozerio. Les soldats du 379e Infantry Regiment ont d'ailleurs laissé des traces de leur passage dans le point d'appui de Jussy Sud. Et dans cette guérite, qui a elle également été explosée sans doute dans l'après-guerre, on trouve un témoignage assez sympathique. On a juste ici
une signature d'un soldat américain qui est datée du 21 novembre 1944. Et donc juste avant d'être relevé, donc 2 jours auparavant, il a signé avec son nom. Et il a également fait une petite caricature très sympathique juste à côté. Alors il a tenté de dessiner et il a écrit juste en dessous Adolf Hitler, full of shit. Donc on peut se douter que ce visage un peu mal fait comme ça est une caricature d'Adolf Hitler. Le même jour, la Feste Leipzig est trouvée inoccupée et la Feste Kronprinz est encerclée. Au nord de la place forte de Metz, le 378e Infantry Regiment s'apprête à relancer son assaut contre la position du Horimont et son gigantesque fossé de presque 3 km de long qui avait bloqué la 90e Infantry Division en septembre. Mais cette fois-ci, le vent a tourné. Les Américains vont pouvoir contourner plus facilement les positions tenues par le 1010e Sicherung Regiment, très affaibli. L'assaut est lancé au matin du 14 novembre en attaquant l'extrémité est de la crête où se trouve l'ouvrage inachevé et en réalité inexistant de Fèves. La position est conquise à 11 h et les Américains ont la main sur l'un des plus importants postes d'observation du secteur. Les Allemands contre-attaquent avec 200 hommes mais sont mis en échec de justesse. Le 358e Infantry Regiment envoie des hommes à la fois dans les villages en contrebas pour les nettoyer mais aussi sur la crête afin de réduire les fortifications. Le 16 novembre, les Américains nettoient abri après abri et ont conquis la position Horimont 1, juste à côté de l'ouvrage de Fèves. Au 17 novembre, ils auront neutralisé également les positions Horimont 2 et 3. Le 17 novembre, le général Kittel donne ordre à tout le secteur nord et au 1010e Sicherung Regiment de décrocher sur une ligne Leipzig-Kaiserin-Saint-Quentin pour éviter l'encerclement, mais les grenadiers se replient en réalité vers Metz et Voipy. Nous nous trouvons actuellement dans la position des carrières d'Amanvillers, dont les puissants coffres situés dans la contrescarpe permettent de couvrir le fossé dans lequel je me trouve actuellement. En ce 17 novembre, la position est évacuée, tout comme celle du Wolfsberg. Même la puissante Fechte-Lothringen, le groupe fortifié lorraine, avec ses puissants canons, est abandonnée par les Allemands. Toutes ces positions sont trouvées vides par les Américains. Nos investigations dans la Feste-Lothringen nous ont d'ailleurs permis de découvrir plusieurs graffitis de 1944, dont certains provenant du RAD, Reicharbeitsdienst. Donc le service de main-d'œuvre pour les jeunes hommes de 16 à 18 ans du Troisième Reich. C'est donc le 4e bataillon du 325e régiment ou autre organisation du RAD. Donc ils ont été affectés ici, sans doute pour mettre en état les installations, pour faire des travaux de maintenance, de création de tranchées, ce genre de choses, quoi. Donc là on est devant le blocos de garde, de la Fechte-Lothringen, du groupe fortifié Lorraine. Et on voit déjà plusieurs impacts au-dessus, là également, derrière moi. On va voir à l'intérieur qu'il y a un témoignage assez sympa. Déjà, il y a des impacts sur la porte également, et on a des impacts un peu plus imposants à l'intérieur. À l'intérieur, on a un témoignage assez intéressant, puisque c'est la seule date de 44, vraiment qui date des combats de la bataille de Metz qui a été trouvée. On a monsieur Ernst Morst, donc 13 novembre 44. Alors c'est peut-être aussi 13 ou 17, je suis pas sûr. Bon, le 44 il est sûr, le novembre aussi. Et la Fechte ayant été évacuée dans la nuit du 16 au 17, c'est le seul témoignage intéressant qu'on y a trouvé. Donc là on entre dans le petit abri de parapet. Donc là on avait une petite de quoi communiquer avec les guérites escargots à côté. Et là on a une inscription, vous voyez, de 1944, 10 novembre 44. Un des rares témoignages qu'on a trouvé sur la position ici. On a encore la configuration dite de guerre, c'est-à-dire que normalement on mettait des rails métalliques qui s'empilaient jusqu'ici, puis les volets blindés qui venaient s'empiler au-dessus de la fenêtre pour protéger. Là on voit qu'ils ont été retirés en partie. Pendant que le 378e Infantry Regiment prend contact avec le fort de Platteville, le 377e pour sa part progresse vers Voipy depuis Mézières, qu'il atteint le 16 novembre. Il entre alors en contact avec 2 forts allemands de la première ceinture. Nous nous trouvons actuellement dans le fort Kameke, ou fort des Roulèdes, situé à Voipy. C'est un fort de la première ceinture qui a la particularité de posséder 2 énormes tourelles en fonte dure grusonne, chacune pour 2 obusiers de 15 cm. Mais ces tourelles sont désarmées en 44. Les hommes du 377e régiment font route le 16 novembre dans l'après-midi vers le fort pour le capturer, lorsqu'ils sont pris sous un feu intense d'armes automatiques et de mortiers. Les hommes parlent d'une pluie d'acier venant du fort. Nos investigations dans le fort Kameke ont permis de découvrir de nombreux vestiges, comme ces portes obus américains ou encore un graffiti de septembre 44 ainsi qu'une inscription Heil Hitler. Et c'est également le 16 novembre qu'une autre compagnie du 377e régiment va entrer en contact avec le fort voisin du Kameke, le fort Inderzin ou Gambetta. C'est l'un des plus petits forts de Metz, mais il possède la particularité d'avoir un fossé plein d'eau.
Avançant à découvert au petit matin vers le fort Hinderzin, les hommes du 377e Infantry Regiment ne se doutent pas de ce qui les attend. Atteignant la lisière du bois, l'enfer se déchaîne. Les canons postés sur le fort et les tirs croisés provenant du fort Saint-Julien font feu sur la compagnie, l'immobilisant en un instant. Immédiatement, une autre compagnie est envoyée en renfort et cette fois-ci, les soldats parviennent à atteindre le fossé du fort. Malgré le feu ennemi, un jeune sous-officier, le capitaine Pickney, parvient à mener ses hommes au plus près des combats avant qu'ils ne soient blessés. Il continue malgré tout d'exhorter ses hommes à poursuivre la lutte avant qu'une grenade ne vienne mettre fin à ses jours. Des blindés postés à bonne distance fournissent heureusement un appui-feu, mais parviennent seulement à détruire des réserves de munitions, alors qu'un homme détruit seul au bazooka une position de mitrailleuse et un canon de 8,8 cm. Mais la position est intenable et en fin d'après-midi, vers 17h, ordre est donné de retraiter. Les Américains laissent 47 morts sur le terrain et comptent de nombreux blessés. Les troupes du 377e Regiment décident de contourner le fort le lendemain pour l'encercler. Longeant la Moselle sur la rive est, la Task Force Bacon de la 95e Infantry Division fait route droit sur Metz depuis le nord avec des blindés dont des automoteurs M12. Mais arrivés à Malroy, les hommes sont cloués sur place par la puissance de tir provenant d'un autre fort de la première ceinture, le fort de Saint-Julien. Le fort de Saint-Julien est l'un de ces 4 vieux forts français construits de 1867 à 1870 et renforcés par la suite par les Allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est totalement obsolète et en 1944, les Allemands ont installé un certain nombre de pièces d'artillerie diverses, telles que des canons anti-chars, des pièces anti-aériennes, ainsi que des pièces d'artillerie légères sur les dessus. Quand les Américains vont venir prendre le contact le 17 novembre avec le fort, ils vont faire face alors à 350 hommes sous le commandement du capitaine Weiler. Dans un premier temps, les Américains encerclent et analysent le fort en préparant un assaut pour le lendemain. La conclusion est simple, il faut attaquer l'entrée principale de front, le fossé étant bien trop difficile à franchir. Le lendemain, un bombardement d'artillerie débute sur le fort, dont on observe encore quelques dégâts. La petite zone défendant l'accès au pont est prise d'assaut, mais le pont, que vous voyez juste derrière moi, est aussi défendu par des caponnières que vous voyez en arrière-plan, et donc les soldats ne peuvent pas s'approcher du grand portail d'entrée. La Task Force Bacon utilise d'abord des blindés, notamment un tank destroyer M10 et des M5 Stuart qui font feu sur le fort. Mais le résultat attendu n'est pas là. C'est alors qu'une pièce automoteur M12 de 155 mm postée à proximité du fort va tirer sur la grande porte métallique. Il existe des doutes sur le fait qu'elle aurait agi à bout portant au vu de la promiscuité du lieu. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'une vingtaine d'obus, le grand cadre de la porte d'entrée situé juste derrière moi est touché et tout s'effondre. Néanmoins, les Américains décident d'attendre le lendemain afin d'exploiter cette brèche car la nuit tombe. Et dès le 19 novembre au matin, ils prennent d'assaut l'entrée ruinée et tombent sur un groupe d'Allemands qui venaient l'occuper. Sommés de les conduire à leurs supérieurs sous la menace d'une arme, les Allemands finissent par coopérer et les Américains persuadent le commandant Weiler de se rendre malgré des paroles injurieuses de sa part. Des centaines de soldats sont faits prisonniers et le fort de Saint-Julien servira d'ailleurs de lieu de regroupement de prisonniers allemands. La Task Force Bacon reprend sa marche vers Metz et s'attaque à l'ancien fort de Bellecroix du XVIIIe siècle dans lequel elle fait de nombreux prisonniers. Soudain, sur la route au nord du fort, non loin de là où nous nous trouvons actuellement, une formidable explosion surgit de l'ouvrage. 56 Américains sont touchés, parmi eux 8 morts. En conséquence, la Task Force Bacon est forcée de se replier pour le moment. Au sud de Metz, nous avions laissé la 5e Infantry Division dans la forêt du bois de l'hôpital et proche des faubourgs de la ville. Le 15 novembre, de très durs combats ont lieu dans le nord de la forêt de Cheny, mais les Américains finissent par percer les défenses allemandes. Le 17 novembre, le fort de Cheny-Nord, encerclé depuis la veille, se rend aux Allemands et 24 occupants sont faits prisonniers. Le 11e régiment de la 5e division fait aussi route vers l'aérodrome de Frascati, contournant la Fichte Hesler, mais ceinturant les forts pour éviter les tirs. Tous les forts d'ailleurs seront entièrement encerclés dès le lendemain. À cette occasion, les Américains font une tentative pour s'emparer de l'ouvrage de Somy devant lequel je me trouve, mais qui sera repoussé à la grenade par les Allemands. Les Allemands, en toute hâte, reconstituent une ligne de défense à l'aide de 48 canons anti-chars fraîchement reçus sur l'aérodrome. Les combats qui s'engagent sont intenses. La Feste Kronprinz couvre même le secteur de ces tirs d'artillerie. Les Américains perdent 122 hommes ce jour-ci. Au bout de l'aérodrome se tient le fort Württemberg ou Saint-Privat, un fort allemand de type von Biller de taille modeste.
L'Obersturmbannführer SS Werner von Matzdorf commandait la défense sud de Metz depuis le fort Württemberg alias Fort Saint-Privat. Le 17, il reçoit l'ordre de Kittel de se laisser enfermer dans le fort avec son Kampfgruppe et d'autres éléments, et il est déterminé à le tenir. Le fort Prinz August von Württemberg est lourdement bombardé par l'artillerie américaine, il en porte encore les stigmates de nos jours. À Metz, le général Kittel apprend que la première armée tout entière va se retirer et entamer une retraite. L'objectif de Hitler n'est pas, en effet, de laisser ses meilleures unités à Metz, mais bien que la place forte tienne le maximum de temps seul. Kittel sera laissé à son sort le 17 novembre. Au lieu de se replier à la Fechte Kaiserin avec son état-major, il décide de se replier dans Metz en espérant que les Américains combattront maison par maison. Nous nous trouvons actuellement devant la caserne Ribbentrop, où il décide d'installer son poste de commandement. Dès le lendemain, il décide de faire sauter tous les ponts, à commencer par celui entre Longeville et l'île Saint-Symphorien, dès que le 378e Infantry Regiment s'y engage, tuant de nombreux GIs. Le 17 novembre également, les troupes du 10e Infantry Regiment arrivent devant le fort de Queuleux qui leur opposa tout de suite une certaine résistance. Les Américains furent donc occupés à encercler le fort. Une tentative de s'en emparer le 18 novembre s'avère très vite être un échec. Le 18 novembre également, une opération est montée afin d'encercler et de neutraliser la Fechte von der Goltz, amputée de l'ouvrage de Mercy, mais qui reste impressionnante et tenue par des éléments SS. Après quelques coups de feu sporadiques, le drapeau blanc est hissé à 14h et la garnison finit par se rendre. Donc là, on est à l'intérieur de l'ouvrage de jury de la Fechte von der Goltz et il y a un petit trésor que je vais vous montrer qui se trouve dans la cuisine de l'infirmerie. En fait, l'ouvrage a été réutilisé partiellement par l'OTAN et donc il y a eu pas mal de salles qui ont été complètement repeintes. Et le trésor est juste ici. Donc en fait, on commence par une maison qui a été dessinée, assez joliment dessinée, vous voyez bien les traits. Il a essayé de bien représenter sa maison, on reconnaît bien les boîtes aux lettres typiques qu'on peut avoir aux États-Unis. Et juste à côté, on a une croix catholique. Et juste derrière, enfin, on a un petit calendrier avec des jours barrés, vous voyez là, et puis marqué Buy War, donc acheter en fait des bons de guerre. En tout cas, tous ces indices nous portent à 1945, après en tout cas la capture de la Fechte von der Goltz le 18 novembre. Après la bataille de Metz, les troupes américaines entreposent des munitions dans l'ouvrage qui, pour une raison inconnue, vont sauter fin 44, faisant éclater la façade et la caponnière de l'ouvrage. Le lendemain, le 10e Infantry Regiment capture plus au nord le fort Zastrov, près de Borny, ainsi que le fort Bellecroix à l'Ovalière. Alors qu'une patrouille américaine du 377e Infantry Regiment s'approche à la même date du fort Inderzin, elle se rend compte qu'il est vide et a été évacué par ses défenseurs. C'est également le jour de la jonction entre les soldats de la 95e et ceux de la 5e Infantry Division. Toujours à l'est de Metz, l'ouvrage de Neuilly est attaqué par surprise le 20 novembre et la garnison se rend sans combattre. Il est midi, en ce 21 novembre, lorsqu'un avion d'observation américain aperçoit le drapeau blanc sur le fort. Malgré une absence totale de ravitaillement, le fort aura tenu un siège de 4 jours. Les défenseurs sont donc faits prisonniers, alors que les hommes de la 5e Infantry Division sont encore en train de nettoyer la ville. Au sud de la ville, la résistance du fort Württemberg ou Saint-Privat se poursuivait. A l'inverse de Queuleux, il avait été ravitaillé en nourriture. Depuis quelques jours, l'unité de guerre psychologique du capitaine Kitzstein est à pied d'œuvre pour que la garnison se rende, lorsqu'un épisode étonnant se produisit. Le 20 novembre 1944, entre deux bombardements, les soldats américains du 11e régiment ont la surprise de voir sortir 2 Allemands du fort avec un drapeau blanc dont le commandant von Matzdorf. Pensant que les Allemands veulent se rendre, les Américains se précipitent avec un interprète vers le groupe. Mais ils ont la surprise d'apprendre que le commandant veut seulement évacuer 20 de ses blessés les plus graves. Lorsqu'un soldat américain lui fait remarquer qu'il ferait mieux de se rendre, l'Obersturmbannführer lui réplique qu'il est prêt à se battre jusqu'à la mort. Un soldat du 11e Infantry Regiment raconte « On a creusé un trou et on y est resté un sacré moment parce qu'ils nous tiraient en plein dessus. Les chars ripostent avec des obus de rupture qui ne faisaient que ricocher sur le fort. Dans les souterrains du fort Saint-Privat, nos investigations nous ont permis d'observer des graffitis avec l'insigne SS et des croix, comme si la garnison semblait compter ses morts. Mais revenons au nord-ouest de Metz, où, sur le mont Saint-Quentin, une importante garnison allemande résiste également. Le 18 novembre, des hommes du 378e Infantry Regiment descendent vers Metz et tentent de capturer des ponts sur la Moselle, mais sont arrêtés par les tirs du fort de Platteville. Bien qu'il soit un fort en pierre de taille plutôt ancien, les Américains ne peuvent s'en emparer sans moyens conséquents et se contentent donc de maîtriser les abords sans trop de pertes. L'intervention de blindés n'y changera d'ailleurs pas grand-chose.
Les hommes de l'Oberschwögel ont d'ailleurs été ravitaillés par leurs collègues de l'Oberst von Stoessel qui tient le plateau du Saint-Quentin et sont donc déterminés à tenir. Dans la ville de Metz, désormais investie et encerclée définitivement, des combats de rues sporadiques ont lieu. Au sud, la 5e Infantry Division nettoie les quartiers de Queuleux et du Sablon. Au nord, la Task Force Bacon arrive par le boulevard de Trèves, et à l'ouest, les autres régiments de la 95 avancent aussi en nettoyant l'île Saint-Symphorien où plus de 200 prisonniers sont faits. Kittel concentre la résistance sur l'île Chambière. Le 21 novembre, une opération d'envergure est montée pour neutraliser littéralement tous les forts qui tiennent encore, avec toute l'artillerie disponible. Pour autant, l'ordre est nuancé et il est ordonné de ne pas attaquer directement les fortifications. Elles sont cependant copieusement bombardées. Autour du fort de Platteville, l'assaut du 21 novembre achève d'encercler l'ouvrage et coupe les communications avec la Feste Prinz Friedrich Karl. Par la même occasion, les batteries cuirassées de Platteville sont également capturées. Les jours du fort sont comptés. Mais revenons maintenant au combat qui se déroule dans Metz. Dès le départ des combats dans la ville en elle-même, le général Kittel avait fait le choix de tenir aussi longtemps que possible le quartier Saint-Vincent et toute l'île Chambière. Son poste de commandement était installé dans les souterrains de la caserne Riberpré. Chaque bâtiment qui revêtait un peu de solidité, la préfecture, le lycée Faber, était transformé en solide point d'appui. Nous revoilà devant la caserne Riberpré. Et non, le général Kittel n'était pas devenu fou, mais il voulait simplement continuer d'occuper au maximum les forces américaines en même temps que les derniers forts de Metz tenaient, permettant ainsi à un bon nombre de soldats de retraiter en bon ordre vers l'Allemagne, respectant à la lettre l'ordre d'Hitler. Pour faire durer la partie, Kittel dispose d'un avantage certain. Un grand nombre de vestiges souterrains courent le long du quartier Saint-Vincent et plus particulièrement à proximité de la Moselle, entre le square du Luxembourg et la caserne Riberpré. Le 21 novembre 1944 vers 11h, le général Kittel, qui s'était jeté dans la bataille tel un simple fantassin, est blessé vers 11h et conduit dans les sous-sols de la manufacture des tabacs pour y être soigné. La suite des événements fait l'objet de différentes versions. Un soldat ou un fermier américain, on ne sait pas trop, venant de la manufacture des tabacs, vient avertir ses collègues du 377e Infantry Regiment de la présence du général Kittel à l'intérieur même de la casemate. Et ça tombe bien parce qu'on va vous emmener la visiter. Dans l'après-midi du 21 novembre 1944, les Américains envoient une compagnie dans les sous-sols de la manufacture des tabacs, en réalité l'ancien front Saint-Vincent où nous nous trouvons actuellement. Le général Kittel est alors en train d'y être opéré. Ils assistent à l'opération du général Kittel, puis procèdent à son arrestation alors qu'il est toujours alité, en lui proposant de capituler. Mais le général Kittel s'entête. Il refuse de capituler, expliquant que c'est désormais le colonel von Stoessel qui commande la Feste Prinz Friedrich Karl sur le mont Saint-Quentin, qui commande désormais la place forte de Metz. Il refuse également de donner n'importe quel ordre allant dans ce sens à ses troupes. Comme la capture de Kittel ne change rien, les Américains lancent les ultimes assauts sur le quartier Saint-Vincent. À 14h35, les combats sont terminés dans l'agglomération et la ville de Metz est libérée entièrement. Pratiquement au même moment, une patrouille du 2nd Regiment de la 5e Infantry Division va vérifier si le fort Kameke est défendu, mais le trouve vide, les Allemands l'ayant évacué. Lorsque la ville de Metz se rend, il y a toujours 2650 Allemands retranchés dans les forts, immobilisant 9000 soldats américains pour les contenir. Mais en réalité, la gêne est assez minime maintenant que la ville de Metz est tombée. Néanmoins, les Américains vont mettre en œuvre tout l'art de la guerre psychologique sous la houlette du capitaine Kitzstein pour les faire céder. Selon une source, de manière assez étonnante, le 23 novembre, un parachutage permet à la garnison de la Feste Kaiserin de recevoir des vivres pour tenir encore plus longtemps. Alors que la 95e Infantry Division doit partir en Allemagne et que la 5e la remplace sur presque tout le front, le premier fort à entamer des négociations n'en est pas un mais deux, la Feste Heßler avec les forts Sommy et Saint-Blaise. Après des pourparlers, la Feste Heßler se rend au petit matin du 26 novembre avec 150 hommes. Très vite, le drapeau américain est hissé devant la façade de l'ouvrage par les mêmes soldats qui avaient été bloqués par ce fort lors de la traversée de Dorno. Encore de nos jours, on peut observer les impressionnants dégâts faits par l'aviation américaine devant la caserne du Saint-Blaise. Donc là, en fait, on est dans la galerie de jonction au fort Saint-Blaise entre la batterie de 15 cm dans laquelle on se trouve actuellement et la caserne principale qui est juste en face. Et donc la galerie passe en souterrain pour mieux se protéger et joindre la caserne. Et du coup, il y a une chose assez impressionnante au-dessus de notre tête. Regardez, la fin de la batterie, début du souterrain, s'est fait percer par une bombe d'avion d'un calibre qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, la bombe a transpercé tout ça, les gravats ont bouché le souterrain,
Regardez, si je descends un peu, on se rend compte là de la taille à la fois des gravats et puis surtout de la taille de l'impact au-dessus de ma tête. Donc là, on arrive sur la batterie avec 4 obusiers de 15 cm du Saint-Blaise. Donc là, on a l'obusier qui est encore en place, l'obusier de 15 cm, donc porté à peu près 7 km. Et on a plein d'impacts. Même encore un obus, regardez, qui est figé dans la tourelle. Et on a des impacts, évidemment, qui ne vont pas pénétrer. Il y a même un impact sur le dessus qui a également été un impact non pénétrant. Enfin bref, vous voyez bien que les 15 cm d'acier ne se percent pas aussi facilement. On trouve encore à l'intérieur du fort Saint-Blaise une salle remplie de graffitis datés de cette période. Donc là, on est dans les couloirs de la caserne du Saint-Blaise où on trouve encore des témoignages des soldats allemands qui ont été laissés à l'époque. On a ce magnifique dessin réalisé effectivement au crayon par un soldat allemand, puisqu'on voit bien le Stahlhelm, le casque allemand. Donc là, tout au fond, effectivement, on a un petit observatoire, une petite cloche de guet, une barre tourne, et on retrouve des inscriptions allemandes, des derniers témoignages. Alors là, ils sont difficilement visibles. Là, on voit un peu mieux, là 23/11/1944, donc celle-là on la distingue un peu mieux, donc fin novembre, vraiment proche de la reddition du fort. Donc là aussi 13/11/44, donc toujours au mois de novembre, proche de la reddition du fort. Là on a pareil quelques mots écrits en allemand, les derniers témoignages de cette garnison assiégée. Du côté des forts ouest, des patrouilles du 2nd Infantry Regiment trouvent le point d'appui de Saint-Hubert vide, tout comme l'impressionnant ouvrage de Bois-la-Dame qui avait pourtant résisté 2 semaines auparavant. L'ouvrage de Marival est également capturé ce même jour par une autre patrouille du 2nd Infantry Regiment. À l'intérieur de cet ouvrage inachevé, on trouve encore des témoignages laissés par les derniers défenseurs sur le béton brut de certaines pièces. Ces dessins, réalisés sans doute avec de la cendre, montrent que les soldats ont laissé libre cours à leur esprit créatif dans la précipitation, avec les moyens du bord, pour oublier les combats l'espace d'un instant. Le 27 novembre, les derniers des 7 nains, les ouvrages de Vaux-Nord et Vaux-Sud, sont trouvés inoccupés. Le prochain fort à se rendre est situé quant à lui au sud de Metz. Après presque 2 semaines de siège dans ce vieux fort qu'est Saint-Privat, le manque d'eau et de vivres commence à se faire ressentir. Le 29 novembre, von Matzdorf sort de lui-même du fort avec un drapeau blanc et accepte des seconds pourparlers. À 16h, il accepte les principes d'une reddition sans condition et le drapeau blanc est hissé au sommet du fort. 488 soldats, 80 blessés et 22 officiers sont alors faits prisonniers. Le 6 décembre, le manque de ravitaillement et les conditions de vie dans l'ensemble Saint-Quentin-Platteville deviennent problématiques. L'Oberst von Stoessel accepte de nouveau pourparlers et accepte finalement de se rendre. 604 hommes sont faits prisonniers. Le 7 décembre, le fort de Platteville capitule à son tour. Entre 200 et 500 hommes sont faits prisonniers après que leur commandant, l'Oberst Vögel, leur adresse un dernier discours dans la cour de l'ouvrage. La Feste Kronprinz, le fameux groupe fortifié de Drian, approche également de la reddition et entame des pourparlers. Alors que la 5e Infantry Division est censée être relevée, Walker fait tout ce qu'il peut pour les maintenir dans la zone. Le 8 décembre 1944, l'Oberst Richter accepte finalement de se rendre et ce sont 611 soldats et sous-officiers allemands qui sont alors faits prisonniers. Les soldats allemands ont néanmoins laissé un petit souvenir puisque juste derrière moi se trouve un graffiti réalisé à la flamme de briquet qui dit « For der Hunger war schuld daran », ce qui signifie « Seule la faim en est responsable ». Enfin, non loin de la Feste Kronprinz, il ne reste plus qu'un seul fort. Et oui, c'est bien la Feste Kaiserin au groupe fortifié Jeanne d'Arc. Face à elle, les troupes de la 5e division ont depuis été relevées par la 26e division d'infanterie. Et ce jour-ci, le major Voss, qui commande la forteresse, décide d'accepter de démarrer des pourparlers. Il finit par se rendre avec ses 500 hommes le 13 décembre 1944. Grâce au ravitaillement de dernière minute, cette puissante Feste, qui aurait dû servir de quartier général au général Kittel, aurait pu tenir le plus longtemps possible, près de 3 semaines après la reddition de la ville de Metz. Les 3 mois de bombardements intensifs ont laissé de nombreux impacts qu'on peut encore voir de nos jours, comme ici devant la caserne 1 qui verra sa façade être percée. Une attaque aérienne, une bombe qui a carrément percé la façade de la caserne. On voit bien le béton qui était déjà du béton armé au-dessus, quadrillé par des tiges de métal qui est complètement labouré. Ça c'est sûrement un P-47 qui a lâché sa bombe en façade. Alors là, ce qui est assez étonnant dans cette caserne, c'est qu'on a encore les poutrelles métalliques qui ont été mises en place. Donc, dans les Fechten, à l'origine, on mettait les poutrelles métalliques justement pour empêcher les éclats, puisque derrière il y a la fenêtre. Et après, quand ça a été modernisé, ils ont rajouté du béton de l'autre côté pour
permettent justement d'avoir des fenêtres moins vulnérables, mais il y avait quand même une ouverture au-dessus, d'où la présence de volets métalliques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas bougé depuis 1944. Effectivement, ça aurait été enlevé normalement depuis le temps pour qu'on ait des fenêtres qui émettent de la lumière, mais là, tout est encore fermé, donc c'est la configuration de guerre et ça n'a pas bougé depuis. Dans l'une des batteries de 10 cm, on trouve également un tunnel qui a été percé. Quant à la caserne 5, elle a hébergé un hôpital de campagne et lors de sa reddition, c'est d'ici qu'on verra sortir en priorité de nombreux blessés. Donc là, tu vois, tu as des traces, tu vois, encore qui sont indiquées. Donc vraiment une ancienne infirmière, un ancien hôpital. Pendant le siège de la Festokaiserin, c'est là que les Allemands avaient en fait mis leur hôpital de campagne. Alors la salle, évidemment, aujourd'hui, elle paraît plutôt vide. Bien que, regarde, il y a encore tous les câbles et tous les vestiges de suspension. Mais il faut s'imaginer ici qu'ils avaient tous leurs blessés qui soignaient en fait durant les combats jusqu'au 13 décembre 1944. Et sur les photos d'époque, on voit les Américains qui observent les Allemands sortir de cette caserne avec leurs blessés. À l'extérieur de la Feste, un blocos apparaît sur toutes les photos de la reddition du fort. Aujourd'hui, il est complètement envahi par la végétation. La façade de la caserne 7 est également impactée. On retrouve d'ailleurs l'emblème de la Kaiserin qui s'est pris un obus. Nos investigations sur le terrain nous ont aussi permis de découvrir de nombreux témoignages de cette garnison qui a tenu aussi longtemps. Par exemple, ici, un graffiti de 1944 a été inscrit dans cette guérite escargot. Voilà, donc là on est dans la caponnière de la batterie 1, et tu as effectivement un autre témoignage très intéressant de la bataille de Metz, puisqu'ici on a des inscriptions qui datent de septembre 44, donc 15 septembre et 18 septembre 44. On est vraiment au tout début de la bataille de Metz. Les pièces à ce moment-là d'artillerie de Jeanne d'Arc, notamment de cette batterie, les pièces de 15 cm, les obusiers, faisaient feu sur les positions américaines en continu. C'était les jours en plus où les Américains n'arrêtaient pas de mener des assauts successifs face aux Jeanne d'Arc, face à la Festokaiserin et face aux positions d'intervalle. Là, on est dans une batterie d'artillerie pour 3 obusiers de 15 cm. Et alors là, il y a quelque chose quand même qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des graffitis qui ont été faits à la flamme de briquet, donc en 1944 par les Allemands. Donc là, ils ont mis Heil dem Alten Fritz. Donc en gros, ils saluent le grand Fritz. Et Alten Fritz, en fait, c'est l'un des rois de Prusse, Frédéric, qui était considéré comme un des fondateurs de la Grande Allemagne, Frédéric le Grand, très adulé justement par les nazis. Le bas est un peu moins lisible, mais on lit néanmoins Das wären unser quelque chose, donc c'était peut-être notre pays, je sais pas. Après la reddition du dernier fort, la bataille est officiellement terminée. Les pertes de la bataille de Metz sont très difficiles à compter. En effet, le nombre incroyable de régiments côté allemand n'aide en rien les chiffres. Mais voici une estimation. Les Allemands auraient perdu 26 342 hommes, soit 14 638 prisonniers, 3 800 tués et 7 904 blessés, basés sur une estimation du 20e corps américain. Les Américains, de leur côté, en novembre, ont perdu 5 552 hommes, soit 453 tués, 4 551 blessés et 548 disparus, soit au total environ 12 000 hommes tombés au combat. Mais il convient aussi de citer les pertes françaises et surtout civiles de la bataille. Environ 150 Messins sont décédés fin 1944, majoritairement dans les bombardements. 9 membres des forces françaises de l'intérieur sont également tombés au combat à l'intérieur de la ville. Ainsi se termine la bataille de Metz, une bataille de longue haleine pour laquelle personne n'était vraiment préparé. En cause, un mélange de raisons assez étonnant, mauvaise météo, impréparation logistique, manque de moyens, fortifications négligées, etc. Et c'est sur la Moselle que la 3e armée du général Patton a connu son premier échec, rappelant que la victoire n'est jamais acquise d'avance, même face à un adversaire affaibli. Ces 3 mois de guerre ont fait de nombreuses victimes, militaires comme civiles. Encore de nos jours, Metz et ses alentours portent les stigmates de cette bataille acharnée, nous rappelant la violence de ces combats et l'importance de ne pas les oublier. Cette vidéo, réalisée à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Metz, est désormais terminée. On espère vraiment que ça vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, on compte sur vous pour nous laisser un petit commentaire. De notre côté, on y a vraiment mis tout notre cœur, tout notre temps et toute notre énergie au cours de l'année 2024 pour que le rendu de ce documentaire soit vraiment incroyable. Je tiens d'ailleurs à remercier nos équipes terrain, notre équipe de tournage, l'équipe Offshot, ainsi que l'association Metz en Guerre pour nous avoir aidés dans nos recherches et nous avoir accompagnés sur le terrain avec tout l'investissement que ça nécessite. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'intégralité de notre association à ce niveau. Je remercie également tous les propriétaires et gestionnaires de sites qui nous ont permis la bonne réalisation de ce documentaire, puisque certains sites sont militaires et interdits au public.
Donc nous remercions également le commandement de la base de défense de Metz, la ville de Metz, l'Eurométropole de Metz, ainsi que tous les propriétaires privés qui ont bien voulu nous ouvrir les portes de leur site pour des prises de vue. Enfin, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'oubliez pas que les Historateurs, c'est aussi une association à laquelle vous pouvez adhérer. Mais si vous préférez nous suivre de loin, vous pouvez tout simplement vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. On est également présent sur TikTok, Instagram et Facebook pour ceux qui veulent en découvrir encore plus. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo historique.